Pourquoi 80 kilos de viande par an ? Bah ouais, va falloir changer. Bah ouais, parce qu'en fait, si jamais tout le monde fait comme nous, il faut 5 planètes recouvertes de pâturage, océan compris. On en a qu'une et puis il y a 70% d'océan, donc on peut pas. Bonjour à tous et bienvenue sur Atterrissage, le podcast qui explore comment transformer notre modèle de société. Réchauffement climatique, chômage de masse, inégalité, communautarisme. S'il est clair que le modèle actuel nous emmène droit vers le crash, de nombreux acteurs de la société civile comme du monde politique réfléchissent activement par quoi le remplacer. Dans ce podcast, je vais donc chaque semaine à leur rencontre. À travers ces discussions, mon objectif est de comprendre si, ensemble, leurs intuitions ne pourraient pas former un même projet, à la fois cohérent et désirable, susceptible de convaincre un jour une majorité de Français. Aujourd'hui, je rencontre Maxime de Rostolan pour parler agriculture. Maxime de Rostolan est le fondateur de Ferme d'Avenir, une association qui a pour but de refonder le système agricole français autour de l'agroécologie, une agriculture productive, riche en emplois et respectueuse de l'environnement. Depuis 2013, Maxime et son équipe développent des prototypes de fermes, forment des agriculteurs, financent des projets et effectuent un gros travail d'influence auprès des acteurs publics. Entre une émission à Radio France pour la promotion de son film « On a 20 ans pour changer le monde » et un rendez-vous à l'Élysée, il a eu la gentillesse de répondre à mes questions. Dans cet épisode, on parle des États généraux de l'alimentation, la grande messe du monde agricole qui s'est tenue il y a un peu plus de 6 mois, des verrous qui l'empêchent d'avancer comme il le souhaite et des contreparties à son modèle. On imagine aussi comment rendre la transition sexy et comment trouver ce qu'il appelle des rivaux à l'argent. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à suivre Atterrissage sur YouTube ou votre plateforme de podcast préférée. Merci à tous et bonne écoute. Bonjour Maxime. Bonjour. Il y a 6 mois avaient lieu les États généraux de l'alimentation, qui est une sorte de grande concertation entre tous les acteurs du monde agricole, à la fois des agriculteurs, des distributeurs, les syndicats, les ONG. Toi qui y participais avec l'association Ferme d'Avenir, est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est déroulé et ce que tu en as vécu de l'intérieur ? Alors c'était une grande salle avec 70 personnes, en tout cas pour les titulaires, et puis il y avait des gens qui étaient derrière et qui accompagnaient les titulaires, donc on devait être une bonne centaine dans la salle. Et il y avait aussi bien des représentants du monde de l'agro-industrie, donc l'ANIA, l'UIPP, donc pour les produits phytosanitaires. Il y avait évidemment des syndicats comme la FNSEA, la Confédération Paysanne, Coordination Rurale. Il y avait des représentants des entreprises qui n'étaient pas forcément sous la houlette de l'ANIA, mais qui avaient des choses à raconter. Et il y avait beaucoup d'ONG aussi, donc on était à mon avis en nombre, quasiment la moitié des gens étaient des ONG. Mais en poids et en temps de parole, on peut dire que ça n'a pas été vraiment le cas. On a eu une dizaine de demi-journées de travail avec des interventions de pas mal d'experts qui venaient nous éclairer sur le constat. Ça a été un des moments difficiles, partager le constat. Le consensus s'est pas cristallisé autour de la nécessité de changer de modèle, par exemple. Des représentants de la FNSEA, par exemple, avaient du mal à concéder le fait que l'agriculture et l'alimentation pouvaient rendre malade. Donc pas mal de temps autour du constat pour essayer d'en débattre et puis ensuite de trouver des pistes de convergence. Donc nous, on avait la chance d'être dans un atelier animé par un député que j'adore, qui s'appelle Dominique Potier, et qui est vraiment très au fait de ces sujets-là et puis très engagé, qui transige pas et qui en plus a, ça c'est pas donné à tout le monde, la faculté d'organiser et de répartir la parole. À 70, c'est pas évident. Et il était assez synthétique, assez directif et ça s'est très bien passé. Pour autant, ce qui en est sorti, c'est une feuille de route. Nous, on a fait un résumé d'une dizaine de pages de préconisations, de recommandations. Nous, on était sur l'atelier 11, qui était sur la transition agricole. Et donc, on a fait des préconisations qui ensuite ont été digérées au niveau du ministère de l'Agriculture pour en extraire ce qu'ils trouvaient le plus pertinent et le plus cohérent avec ce que les autres ateliers avaient préconisé, ce qui fait qu'on a quand même été pas mal vidé de la substance de nos réflexions. Et in fine, on ne retrouve pas beaucoup de ce qu'on avait préconisé, ce qui avait déjà été dur et on l'avait eu à l'arracher sur certains points avec la FNSEA qui n'était pas totalement d'accord avec ce que les ONG préconisaient. Mais on était arrivé à un document consensuel, sans doute moins ambitieux que ce que j'aurais aimé, mais
Mais voilà, et donc du coup, ça s'est passé comme ça, et ensuite, il y a un document global qui résume ce que les 14 ateliers ont préconisé, et la loi découle de ça, et là, on est plutôt dans la phase des amendements, et donc on se bat un petit peu pour essayer de refaire passer, de remettre dans la loi des éléments qui avaient été, qui sont partis de nos préconisations, quoi. Et toi et ton association, quelles étaient les quelques mesures concrètes que vous vouliez pousser ou les objectifs que vous aviez en entrant dans les États généraux? Alors nous, si on en avait un, et d'ailleurs à un moment il a été demandé aux participants de donner la mesure pour laquelle il se passionnerait ou il s'engagerait. Si on n'avait qu'une, pour moi, c'est la rémunération des services écosystémiques. Et ça, c'est précédé, enfin le préalable à ça, c'est de pouvoir les évaluer. Et donc du coup, nous, on travaille sur la comptabilité en triple capital et on essaie de mettre en place une méthode. Alors pour l'instant à l'échelle d'une ferme, mais à terme, pourquoi pas à l'échelle de n'importe quelle entreprise, de n'importe quelle filière. On essaye de mettre en place un modèle de comptabilité qui intègre le capital naturel et le capital humain, en plus du capital financier qui est le seul aujourd'hui à être considéré, et c'est celui sur lequel on évalue d'ailleurs la performance des entreprises et qu'on calibre les impôts. Et moi je pense qu'il faut calibrer les impôts sur les impacts sur le capital naturel et le capital humain, pour que quand un agriculteur a des bonnes pratiques et qu'il dépollue l'eau, qu'il entretient la santé des gens, eh bien il devrait avoir des crédits d'impôt. Quand une entreprise agricole, au contraire, détériore la qualité de l'eau, défonce les sols et malmène la santé des agriculteurs et des citoyens, eh bien, qu'il y ait des impôts, qu'il y ait une imposition plus élevée. Donc ça ferait mécaniquement un transfert vers des bonnes pratiques, parce qu'en fait, l'homme n'étant mobilisable que par ses propres intérêts, si on commence à les lui rogner, eh ben, il va changer ses habitudes. Et ça, en ce qui concerne cette mesure, c'est un changement de philosophie assez radical. Et en fait, si on a envie un petit peu de voir, par exemple, cette comptabilité s'appliquer rien qu'à des acteurs comme les entreprises, les agriculteurs, le préalable logique qu'on voit, c'est d'abord l'État. D'abord l'État, avant qu'il impose une nouvelle comptabilité à des petits acteurs, qui se l'imposent à lui, étant donné que c'est l'acteur systémique. Je suis pas sûr. Je pense que l'État, là-dessus, peut être le chef d'orchestre. C'est ce qu'on demande à l'État, c'est d'orchestrer, de donner la méthode, quoi. Et après, qu'il se l'applique. L'État est là pour répondre aux besoins qui ne sont pas satisfaits par le monde privé. Donc du coup, soit il se repose sur des associations pour le faire et il les finance à dessein, soit des entreprises, soit il le fait lui-même et donc c'est des fonctionnaires. Mais moi je pense que le plus gros des pollutions, c'est tout ce qui a trait à la consommation et à l'industrie. Et aujourd'hui, sauf preuve du contraire, l'État n'est pas, le rôle principal de l'État n'est pas dans ces secteurs-là, et c'est plutôt de coordonner. Donc je pense que aujourd'hui, le gros levier, enfin en tout cas, voilà, un des gros leviers, c'est comptable, c'est compter ce qui compte réellement et évaluer ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une société dans laquelle on peut bouffer à pas cher, quitte à ce que ce soit de la merde et qu'on ait des cancers après, et donc du coup que nos impôts financent toutes les hospitalisations derrière, ou est-ce qu'on dit non, en fait, on veut que tout le monde bouffe bien et qu'il n'y ait pas de cancer, et en fait notre argent collectif, on préfère l'utiliser justement à faire en sorte que la campagne se dessine avec du bon sens et que les aliments se composent sans poison, quoi. Donc non, je pense que, bon là j'ai repris l'exemple de l'agriculture, mais si on le fait sur l'exemple des industries, c'est vite vu, quoi. Si jamais on disait à, je sais pas, à H&M, voilà, désolé, on va regarder comment fonctionnent vos salariés, combien ils sont payés en moyenne, combien d'heures ils travaillent, est-ce qu'ils peuvent avoir des vies correctes à côté du travail, est-ce que par ailleurs le coton que vous utilisez est en train de défoncer la mer d'Aral ou pas, est-ce que... Et donc de ça, on fait la compta, on regarde, et puis on dit, en fait, vous coûtez tant à la société, donc vous allez devoir rendre tant à la société. Là, les t-shirts, ils vont coûter plus cher, donc personne ne les achètera plus, donc ils vont changer leur modèle. Voilà, le truc, c'est réussir à changer, avoir des leviers. Je dis pas que c'est l'alpha et l'oméga de la chose, hein, la comptabilité, mais je pense que s'il y avait une mesure qu'on voudrait aujourd'hui pousser, ce serait celle-ci, ouais. Et pour revenir donc aux États généraux, le bilan que tu fais, toi, il est plutôt mitigé, plutôt négatif, ou
Ou tu vois quand même des choses positives? Le bilan, d'après moi, est que c'est important de se parler. C'est important de se parler parce qu'on ne le fait pas. Et que c'est déjà une très bonne chose d'avoir réuni tous les acteurs autour de la table. Pour être tout à fait honnête, nous, on avait eu l'idée, quelques mois avant, de faire ces états généraux. J'avais même préparé une vidéo qui interpellait tous les candidats à la présidentielle et qui nommément invitait tous les acteurs de la filière. Et donc le problème, c'est que j'invitais en premier lieu Xavier Belin, qui était le président de la FNSEA, qui est décédé brutalement, et donc du coup ma vidéo aurait été un petit peu malvenue. Donc du coup j'allais pas la refaire, et donc j'ai laissé tomber. Mais les états généraux, pour moi, c'est une bonne chose d'avoir réuni tout le monde. Ça accouche évidemment d'une souris par rapport à ce qu'on espérait. C'était un peu prévisible, parce que les positions sont quand même assez arrêtées de part et d'autre, et que c'est un peu la complexité des politiques, c'est qu'en fait ils doivent rencontrer tout le monde, et que nous, en tant qu'association ou en tant qu'entrepreneur, on a cette liberté de pouvoir ne rencontrer que les gens qui nous paraissent constructifs et avec lesquels on va pouvoir dessiner un monde commun. Et c'est de bonne guerre, il faut les inviter. Là, juste, moi, le bilan, en tout cas, l'observation super enthousiasmante ou intéressante que j'ai pu faire pendant ces journées au ministère, ça a été de voir et de constater que la FNSEA n'a plus d'arguments. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se raccrocher, ils sont juste en train d'essayer de détruire les arguments qu'on avance, et puis ils essayent de dessiner des dernières branches dans un arbre auquel ils essaient de s'accrocher, mais en fait c'est en train de s'effondrer malgré tout. Donc ça, c'est quand même assez rassurant de constater que c'est vrai, et que en débat, ils tiennent plus la route, quoi. Ils ont plus d'arguments. C'est malheureux pour eux, mais c'est pas grave, parce que je les sais, ils sont résilients. Ils vont se réinventer, et je pense que toutes ces discussions leur ont aussi apporté une vision, des éléments de langage aussi, peut-être qu'ils vont reprendre un peu les nôtres, et je l'espère, parce que c'est beaucoup plus facile pour nous de parler en public que pour la FNSEA. Nous, on dit des choses que les gens ont envie d'entendre. La FNSEA, ils passent leur temps à affirmer des choses des contre-vérités, et surtout à se faire attaquer parce que les gens ne veulent plus de ce monde-là, quoi. Donc ça, pour moi, c'est le point positif, c'est de constater que vraiment leur monde est en train de s'effondrer. Alors après, faut pas être naïf, hein. Ils pèsent encore des milliards d'euros, des dizaines de milliards d'euros, et c'est eux qui les tiennent, mais plus pour longtemps. Et donc ils sont en voie d'effondrement. De l'autre côté, on a le fait que cette grosse mobilisation a accouché d'une souris. On peut aussi penser au fait que dans la balance, dans les débats politiques, vous avez des alliés au plus haut niveau. On peut penser à Nicolas Hulot. Dans le film On a 20 ans pour changer le monde, qui parle de votre association. On voit aussi Stéphane Le Foll. Et Stéphane Le Foll a l'air de vous avoir la bonne. Donc pourquoi, malgré toutes ces... toutes ces tendances qui vont plutôt dans votre sens, ça bloque encore? L'argent ? Mais l'argent, on va dire, c'est un peu un mot-clé. Mais qu'est-ce qu'il y a exactement derrière, quoi? Parce que ce que je veux dire, c'est que l'argent des lobbies, l'argent des gros acteurs, l'État ne devrait pas être sensible à ça. Alors, à moins qu'on ait comme thèse le fait que l'État est à l'heure actuelle totalement corrompu, ce qui ne paraît pas vraiment évident en ce qui concerne l'État français. Il prend des décisions en fonction de l'intérêt général, de sa perception de l'intérêt général. Ouais. Donc, en fait, quels sont les arguments des lobbies qui font qu'ils perçoivent un intérêt général à continuer le modèle? En fait, quand nos dirigeants doivent arbitrer, prendre des décisions, ils aiment se fier à l'avis de ceux qui ont déjà fait leurs preuves. Et aujourd'hui, le meilleur moyen d'avoir fait ses preuves, c'est d'avoir plein de sous. C'est d'avoir monté un business qui tourne. Et notre président est issu de ce monde-là, venant de la finance. D'aucuns s'amusent à dire qu'on est dans une start-up nation. Il a cette culture-là. Et je pense que ça, c'est un problème culturel. Et que je ne dis pas que c'est irréversible du tout. Je pense que notre président, en l'occurrence, est plutôt très à l'écoute, très ouvert et comprend vite. C'est plutôt une bonne chose. Et pour avoir discuté avec lui plusieurs fois, je confirme que ces sujets l'interpellent. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui, dans
le modèle de pensée et le modèle d'évaluation de la réussite actuelle, il n'y a personne qui peut attester de dire ce discours, cette approche, l'écologie, le bon sens, le long terme, paye plus in fine. Et en fait, je pense que la comptabilité en triple capital pourrait l'aider. En plus, c'est des gens qui aiment bien les chiffres. Et j'espère qu'on arrivera à mettre ça en place rapidement pour qu'ils puissent eux aussi changer de prisme. Et en fait, c'est ça l'enjeu, c'est changer de prisme. Et quand je dis l'argent, mais c'est clairement l'argent. Ça veut dire que le jour où on accepte de dire il faut répartir plus équitablement les richesses, le jour où on comprend qu'un milliardaire il s'enrichit chaque jour de 130 000 euros sans rien faire, le jour où on dit on bloque ça. Et en fait, si jamais on prend, là j'ai regardé les chiffres, sur les 2000 milliardaires dans le monde, à 2000, ils détiennent 7000 milliards d'euros. Ils peuvent, à eux seuls, résoudre le problème de la faim dans le monde pendant 35 ans. Et on leur laisse 1 milliard à chacun. 1 milliard à chacun. Donc ils continuent de gagner 130 000 euros par jour sans rien faire, juste parce qu'ils... Voilà. Tant qu'on n'arrivera pas à remettre en question ce fondamental de notre modèle capitaliste, on va continuer à accroître les inégalités, à laisser le moteur comme... Enfin, laisser à l'argent sa place de moteur, alors que ça devrait... Enfin, ou d'objectif, alors que ça devrait justement n'être qu'un moyen. Voilà, et donc je pense qu'il y a des sujets qui aujourd'hui méritent c'est un mot-clé, c'est un mot valise, l'argent, mais c'est malheureusement ce qui gère tout, puisque aujourd'hui on n'évalue que ça. Et c'est pour ça qu'on parle d'évaluer d'autres choses. Donc évidemment, l'État n'est pas corrompu en France, en tout cas pas dans les niveaux qu'on peut déplorer dans d'autres pays. Ça sert à rien de mentir, et puis heureusement. Mais aujourd'hui, je pense que quand Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, parle, il pèse 60 milliards d'euros. D'accord ? Il est ministre de l'Agriculture, le PIB de l'agriculture en France, c'est 60 milliards d'euros. Quand Hulot, le ministre de la Transition, parle, il pèse, quoi ? Des dizaines de millions de citoyens ? Ok, mais c'est pas pareil, c'est pas tangible. Enfin, à la limite, c'est des voix, mais c'est des voix qui, on le voit bien, arrivent à s'acheter, puisqu'en fait, ils se retrouvent au ministère. Et quelque part, le président actuel a rallié à lui une partie de cet électorat et de ces 10 millions de personnes que pèse Hulot, grâce à l'acceptation de Hulot d'aller dans ce gouvernement. Ce dont je suis très content. Je suis très content. Je préfère largement qu'il y ait un Nicolas Hulot au ministère de l'écologie que n'importe lequel des précédents et n'importe lequel des futurs, parce que je pense qu'il est à sa place. Alors, ma prochaine question va peut-être être un petit peu difficile pour toi. La question, ce serait quelles sont les critiques qui sont faites à l'agroécologie, au modèle que tu proposes ? Alors, il y en a naturellement des critiques qui sont totalement illégitimes, mais en fait, est-ce qu'il y a aussi des critiques de l'agroécologie et du modèle que tu proposes qui sont d'une certaine façon légitimes, dans le sens où, en gros, elles vont impliquer une contrepartie ? C'est-à-dire, il y a des tas de choses qu'elle va apporter, mais de l'autre, il y a une contrepartie, et cette contrepartie, il faut l'assumer pour les bénéfices qui viennent avec. Alors, soit tu parles de contrepartie en termes de choix de vie, et donc ça veut dire que des gens vont devoir, parce qu'il faut plus de main-d'œuvre, donc ça veut dire qu'en contrepartie, des gens vont devoir faire un métier qu'ils n'avaient pas prévu, par exemple. Ok, ce qui arrive déjà dans le monde actuel. Aujourd'hui, je suis pas sûr que 90% des gens choisissent vraiment leur métier, mais voilà, donc ça, ce serait la première contrepartie. La deuxième contrepartie, ce serait de dire de payer le prix nécessaire. Je vais commencer par la plus facile. Si c'est l'histoire du prix, en fait, c'est juste un transfert de dépenses. Et aujourd'hui, on paye très cher l'agriculture industrielle, mais on la paye via nos impôts. Donc on la paye pas sur l'étiquette quand on achète le produit, mais en fait, toutes les externalités, que ce soit sur les problèmes de santé, le chômage induit, l'érosion de la biodiversité qui est inchiffrable, j'ai dit les problèmes de santé aussi, mais la biodiversité, le climat, etc., toutes ces choses-là coûtent très cher, et ça, je vous invite à regarder un peu le plaidoyer Ferme d'Avenir, dans lequel on évalue les externalités. Et rien que sur l'eau, rien que sur la pollution de l'eau, il faudrait doubler en fait le prix de la production industrielle. Ça voudrait dire déjà ton aliment, il va coûter 2 fois plus si tu incluais le prix qu'il faudrait pour dépolluer l'eau. C'est 60 milliards pour dépolluer dépolluer les nappes phréatiques. Donc du coup, aujourd'hui, cette histoire de prix, je pense que c'est juste une question de lunettes, et que si jamais on se replace dans une perspective globale, systémique d'un secteur, aujourd'hui, l'agriculture industrielle nous coûte beaucoup plus cher que l'agroécologie.
Voilà. Enfin, si on était à 100% d'agroécologie versus maintenant à 95% d'agriculture industrielle, ça nous coûterait beaucoup moins cher d'être en agroécologie, c'est clair. Les services rendus sont beaucoup plus puissants. Sur l'histoire du travail, ouais, ça c'est une chose, mais on parle de 200 000 emplois, on ne parle pas non plus de remettre les 50% des actifs dans les champs. 200 000 emplois, dès lors qu'ils seront bien payés, et c'est le préalable de toute manière à tout mouvement d'exode urbain vers les campagnes pour redynamiser ces campagnes qui sont un peu sinistres en ce moment. Enfin, je sais pas, il suffit de traverser les bourgs des petites villes un peu partout, c'est un peu déprimant. Donc du coup, 200 000 personnes qui voudraient qui devraient revenir dans les champs. En fait, je suis sûr on les trouve. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus chiant d'être je suis sûr que c'est pas plus chiant d'être dans les champs que d'être à une caissière de supermarché pendant 8 heures par jour dans un univers bruyant, avec des problèmes aussi de TMS, etc. Enfin, de troubles musculo-squelettiques. Enfin, globalement, je suis pas sûr que dès lors qu'on a toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire un salaire, des conditions de travail, et des collègues, voilà, il y a une bonne ambiance au travail. Je pense que dans ce cas-là, vaut mieux être dans les champs que manutentionnaire chez Amazon. Ouais. Et en termes de contrepartie auquel je pensais, ce serait plus, par exemple, si demain on tournait sur une agriculture basée uniquement sur le modèle de l'agroécologie, potentiellement ce ne seraient pas les mêmes produits qu'on verrait sur les étalages. Ce seraient des produits locaux, ce serait moins de produits exotiques. Donc ça demande aussi une sorte aussi de changement dans la culture de consommation. Ça c'est au niveau des consommateurs, mais un autre changement que je verrais, c'est par exemple toi, est-ce que tu penses que le modèle basé sur l'agroécologie peut permettre de faire les exportations, les ventes à l'export que permet l'agriculture productiviste à l'heure actuelle, ou pas? C'est aussi une contrepartie, on doit l'abandonner. En fait, on parle pas d'autarcie, ça veut pas dire qu'on aura moins de produits exotiques, etc. Enfin, on peut tout à fait avoir de l'agroécologie sur le café, sur le chocolat, sur le cacao, sur les bananes, les ananas, etc. En plus, il y a la France est un ancien pays colonial qui a encore des îles sous les tropiques qui produisent ça. Pourquoi avoir besoin d'exporter aujourd'hui? On exporte, mais on importe aussi en contrepartie, tu vois. Et on importe 4 milliards d'euros de fruits et légumes par an, dont près de la moitié qu'on pourrait produire nous-mêmes sur place. Enfin, je sais pas, là, on a tout faux. C'est-à-dire qu'on n'a pas les emplois sur place. On a des produits dont on ne contrôle plus la qualité. Des conditions de travail qu'on ne connaît pas à la base, et donc ce qui n'est pas pour rassurer les consommateurs. Et en plus, des gaz à effet de serre et de l'emballage au final. Enfin, on perd sur tous les plans, et on ne parle pas d'autarcie, on parle d'autonomie. Donc, être autonome sur ce qui peut l'être, exporter ce que les autres ne peuvent pas produire, du vin, du foie gras, on continuera à le faire, enfin, je veux dire, du fromage, bon, très bien, les autres savent pas faire ou peuvent pas faire, n'ont pas les conditions pour, et c'est ce qui fait la gastronomie française, donc tant mieux. Mais il n'y a pas de raison d'exporter du blé, quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi il y a plein de gens qui peuvent le faire, il y a plein de pays qui peuvent le faire, et nous, on leur vend. Et au final, on arrive dans des situations où au port de Cotonou, la tonne de coton qui vient des États-Unis, produite par des Américains qui touchent un salaire américain, et donc un truc qui a traversé l'Atlantique en bateau, la tonne de coton des États-Unis se trouve moins chère que la tonne de coton qui a été produite au Bénin. Non mais enfin, le système est faussé. Donc bien sûr qu'il faut changer ça. Et après, moi, exporter pour exporter, je sais pas. Et alors après, sur la première partie de la question, sur ce que ça implique comme contrepartie pour les consommateurs, ouais, en fait, franchement, pendant des centaines de générations, les mecs, ils ont pas bouffé de tomates. Bon, les tomates, c'est pas si vieux que ça, mais ils ont pas bouffé de tomates en février parce qu'il y en avait pas. Et qu'ils n'allaient pas faire venir en bateau. Donc, mais c'est pas grave. Enfin, l'homme se constitue très bien. C'est beau les saisons. Attends, dans ce cas-là, on veut quoi? On veut vivre à Rio parce qu'à Rio, il fait soleil toute l'année et que c'est l'été. On aime bien nos saisons. On aime bien. C'est ce qui donne des cycles. Donc, ouais. Et puis il y a plein de trucs super en hiver à manger. Et enfin, franchement, on meurt pas de faim. Et voilà. Et oui, si jamais on veut aller jusqu'au bout du truc, ouais, ça voudrait dire bouffer moins de viande aussi. Mais bouffer moins de viande. Enfin, les gars dans les années 60, ils bouffaient moitié moins de viande que nous aujourd'hui. Pourquoi 80 kilos de viande par an? Bah ouais, va falloir changer. Bah ouais, parce qu'en fait, si jamais tout le monde fait comme nous, il faut 5 planètes recouvertes de pâturage, océan compris.
on en a qu'une et puis il y a 70% d'océan, donc on peut pas. Donc voilà, donc oui, il y a des trucs, oui, mais c'est pas grave, attends, on a rien sans rien, et la contrepartie du modèle actuel, si on continue comme ça, c'est juste qu'on va tous crever et que nos petits-enfants n'auront pas de petits-enfants, quoi. Donc voilà, moi, en termes de contrepartie, je préfère me priver de tomates en février et être sûr que mes petits-enfants pourront en avoir eux aussi. Oui, la question, c'était pas... je ne sous-entendais pas que je faisais l'avocat du diable, quoi. Je ne sous-entendais pas que c'était des choses dans lesquelles je me projetais. Une question juste pour clarifier ça, dans le sens... je pense que c'est un peu la conclusion logique de tout ce que tu viens de dire. Basculer dans le modèle agroécologique, ce n'est pas juste un changement technique. Ce n'est pas juste un changement technique pour avoir les mêmes produits, les mêmes choses qui arrivent et ne rien changer à tous nos comportements, ne rien changer à tout. C'est un changement extrêmement profond qui traverse en fait toute la société, quoi. Parce que les produits sont différents, parce que le système productif est différent, parce que peut-être le pouvoir d'achat... parce qu'on aura moins d'exportation, donc on pourra moins importer d'autres produits qui sont, que sais-je, des produits électroniques ou n'importe quoi. C'est pas juste un changement technique qui permet de rester toutes choses égales par ailleurs. Ouais, non, mais le changement de paradigme, de toute manière, ne sera jamais un changement toutes choses égales par ailleurs. C'est le paradigme, il faut quand même refondre le système. Et on a décidé, enfin moi je pense que ça vient pas de moi, mais Janine Benyus, donc l'auteur du livre Biomimétisme aux éditions Rue de l'Échiquier, et qui a été moi un gros déclic. Janine Benyus dit que si jamais on croit vraiment qu'il faut changer de modèle, alors la première brique, le socle sur lequel faire reposer ce nouveau modèle, c'est l'alimentation, l'agriculture. Donc c'est ça qu'il faut refondre en premier lieu. Et en effet, c'est un changement qui n'est pas juste là on va arrêter de mettre du glypho. C'est un changement de vision du monde. La question c'est, de quoi a-t-on besoin ? De quoi a-t-on besoin ? On a besoin de manger sain, d'avoir des campagnes vivantes et diversifiées, et on a besoin d'être en bonne santé. Et bien en fait, ces trois besoins fondamentaux dont personne ne peut douter sont aujourd'hui mis en péril par l'outil qui est censé y répondre, c'est-à-dire l'agriculture. Et en fait, on dit, c'est pas une fatalité. L'agroécologie répond à ces besoins. Alors oui, ça implique d'autres choses. Ça implique qu'il va falloir compter l'argent différemment. Ça implique qu'il va falloir considérer l'énergie différemment. Ça implique qu'il va falloir repenser les villes et le travail et même l'argent. Et effectivement, ce que ça peut impliquer, en tout cas moi, c'est quelque chose qui est évident, c'est que c'est systémique. Ça veut aussi dire, dans la consommation de tous les jours, pas acheter de conneries, recycler ou réparer plutôt que jeter et racheter et reproduire. Enfin, ouais, carrément. Enfin, il suffit de regarder toutes les courbes pour comprendre qu'en fait, on va dans le mur à vitesse grand V et qu'en fait, on accélère. Et que un des moyens, c'est pas le seul, en tout cas dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture, l'agroécologie n'est pas une solution, c'est la seule. C'est la seule solution. C'est pas moi qui le dis, c'est Olivier De Schutter de l'ONU à la FAO. C'est tout. C'est la seule solution, c'est l'agroécologie. Tout le reste nous emmène dans le mur. Donc, et donc, pour reprendre, c'est sur l'agriculture, mais en fait, on peut faire la même chose dans les transports, dans l'éducation, dans la santé, dans les relations humaines. Enfin, tout est à réinventer. Et ce que montre un peu le film, On a 20 ans pour changer le monde, enfin, ce que montre le film, c'est que des jeunes gens ou des gens qui y croient, qui sont passionnés, qui ont fort de leur conviction et qui sont sûrs que ce qu'ils suivent est un chemin de bon sens, et ben ces gens-là, dès lors qu'ils n'ont pas peur, peuvent réussir à parler de tout ça avec les gens qui décident. Les gens qui décident, c'est soit ceux qui sont élus pour, soit ceux qui ont de l'argent. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de parler avec ces gens-là et de les sensibiliser à ça et de les influencer. Parce que les sensibiliser, c'est bien, mais ça ne change pas leur comportement. Il faut les influencer, il faut influencer leurs décisions. Et donc, ce qu'on fait, c'est du lobbying politique. Et donc, évidemment, Ferme d'Avenir n'est pas une expérience agricole, quoi. C'est pas juste, en fait, faut mettre tes carottes à côté de tes poireaux parce que les mouches du poireau et du carotte, elles n'aiment pas les odeurs respectives des autres. Ça, on le fait, on le dit, mais c'est pas moi, d'ailleurs. Moi, je suis tout sauf un technicien agricole. Je connais quelques trucs, mais il y a des gens dont c'est le métier. Nous, notre projet, il est beaucoup plus large et il a évidemment une dimension politique de réinvention du modèle. Parce qu'on est à l'heure où il faut se poser cette question.
où il faut se poser cette question, et ça tombe vachement bien, parce que tous les gens à qui on en parle sont convaincus, ont envie de se lancer, ont envie de participer à ce gros chantier participatif humain, générationnel qui est devant nous. Et je pense qu'on a 20 ans pour le faire, et donc du coup, il faut s'organiser, quoi. Là, à l'instant, tu viens de dire que ce qu'on peut faire dans l'agriculture, dans l'agroécologie, avec l'agroécologie, on doit le faire également dans les transports, dans l'industrie, dans l'énergie, dans à peu près tous les secteurs, l'administration, etc., etc. Est-ce que, en fait, t'as pas le fait que tu remettes des propriétés un peu transversales aussi en cause avec le changement de modèle agricole? Est-ce que tu n'as pas cette impression que pour vraiment faire les changements qui s'imposent dans l'agriculture, ou même le type dans les transports ou dans l'industrie, il faut tout faire en même temps? Sinon, en fait, quand tu essayes de changer juste une partie, tu es un peu bloqué à des endroits. Tout à l'heure, on parlait des exportations. Le solde commercial français est déficitaire. C'est un problème pour la balance commerciale, pour les devises, pour l'endettement, etc. Donc, si par exemple on l'aggrave sans avoir géré ce problème-là en même temps, est-ce qu'on peut changer vraiment, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un blocage? Il faut changer tout en même temps si on veut changer un truc à la fois. Alors en 2 temps. Déjà, ces changements à la marge qu'on préconise, ne nous emballons pas, hein. Le bio, c'est 5% de la consommation en France. Si on arrive à passer à 20%, on va être vachement content. Le delta qu'il faut pour financer ça, franchement, on le trouve auprès de partenaires qui sont économiquement intéressés à la chose et qui donc vont retrouver leur bille derrière d'une manière ou d'une autre. Donc on arrive à avoir ces rustines ponctuelles tant qu'on n'a pas enclenché le grand changement, le grand soir. Mais de toute manière, à un moment ou l'autre, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que, imaginons que dans quelques années, la France se dote d'un gouvernement totalement disruptif, progressiste, qui veut vraiment, qui fait de la permaculture. Tiens, un gouvernement qui est pour... Permaculture politique. Et de la permaculture politique, en gros, la permaculture, c'est une méthode, c'est concevoir un écosystème humain équilibré. Enfin, je sais pas quel autre métier il n'y a pas de meilleur métier que la politique pour faire de la permaculture, en fait. Parce que il faut faire du territoire qu'ils administrent un écosystème humain équilibré. C'est l'objectif final, c'est l'harmonie, quoi. Bref, imaginons que dans quelques années, on a un gouvernement qui fasse ça. D'aucuns diront non, mais attends, c'est pas possible, parce que là, si tu commences à faire les trucs, si vous commencez à gérer les histoires dessous et à limiter les milliardaires, etc., ils vont partir ailleurs, donc il faut le faire partout ailleurs. Ouais, mais attends, il y a un moment où on peut pas tout faire, et il faut commencer petit à petit, et en fait, ça va faire tache d'huile. Et là, on est en train de parler de la France, qui est quand même un pays qui a réussi dans l'histoire à imposer trois changements. Donc, faut le commencer. Et en fait, pareil. Donc, au même titre que je pense que les gens qui diront non, faut le faire partout dans le monde, ou sinon ça marche pas, et donc autant de rien faire. Alors, au même titre que les gens qui disent ça, je pense que l'argument selon lequel dire ouais, mais en fait, au début, si tu le fais que dans l'agriculture, ça marche pas. En fait, c'est déjà un premier pas. C'est Kaizen. Hein, d'ailleurs, la permaculture, on dit que c'est la théorie des petits pas. On y va petit à petit. Et en plus, je te rassure, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui, que ce soit dans les transports, dans l'énergie, dans l'éducation, dans la solidarité, dans la prise en charge des handicaps ou des personnes précaires. Il y a plein de gens qui sont en train d'inventer les trucs. Il ne faut pas croire que l'agriculture est le seul domaine qui bouge. D'ailleurs, ce serait un peu triste, parce que vu comme il bouge lentement, finalement, ce serait un peu déprimant. Non, j'étais assez convaincu qu'il y a des tas de gens qui se bougent, il y a des tas de gens qui font des choses, mais ces tas de gens ont des aspirations, et à l'heure actuelle, on va dire, il y a un système qui est leur principal obstacle, leur principal frein, et ils doivent rivaliser d'ingéniosité pour faire avec ce système et quand même avancer. Mais c'est là, je pense que c'est là-dedans que réside tout l'intérêt d'une comptabilité réformée, d'une comptabilité qui compte vraiment ce qui compte. Parce que on peut prendre n'importe quelle activité, on arrête de ne la jauger qu'à l'aune de ses résultats financiers, on regarde les impacts qu'elle a sur l'environnement et sur l'humain. On regarde ça, on fait les comptes, on dit en fait voilà combien tu dois rendre à la société, parce qu'en fait tu as détruit de l'humain, tu as détruit de la nature. En fait, tout peut se faire, tous les secteurs pourront être là-dedans. C'est pas pour rien qu'il y a quand même des réticences quand on en parle. Hein. C'est que
ça fait flipper, quoi. Ça veut vraiment changer. Mais on sait qu'on est à un moment où il faut se réinventer. Le programme de notre président actuel s'appelait Révolution. On n'est pas vraiment en phase de révolution, ou peut-être dans l'autre sens d'ailleurs. Hein. On voit ce qu'il y a dans les rues. Conservatrice. Ouais, on voit ce qu'il y a dans les rues en ce moment. C'est un peu ça la révolution qui est sous-tendue par les décisions prises. Donc voilà. Donc, je pense qu'on est à un moment où il faut se révolutionner. Donc au moment où on réfléchit à ça, il ne faut surtout pas se brider, il ne faut surtout pas raboter nos ambitions de changement parce que ce serait un peu une occasion ratée, une occasion manquée. Le fait que tu dises qu'il fallait comptabiliser le capital humain, le capital environnemental, il y a un chiffre, j'ai vu Jean-Marc Jancovici, spécialiste de l'énergie il n'y a pas longtemps, le chiffre qu'il raconte souvent, c'est que 85% de notre énergie est d'origine fossile. C'est-à-dire d'origine non renouvelable, c'est-à-dire un capital naturel qui existait une fois, qu'on utilise, et que forcément, si 85% du système économique est basé sur un capital qui est non renouvelable, qu'on dilapide, qu'on brûle, forcément le modèle est en faillite intrinsèquement, quoi, depuis le début, quoi. Après, on le retrouve à peu près partout dans l'économie, dans tous les secteurs. Ma prochaine question, liée à ça, je pense que c'est très symétrique, c'est à peu près les mêmes sujets. C'est chercher la croissance économique. Il faut passer à autre chose que chercher la croissance économique. Il faut se trouver un nouvel objectif. Quel est-il d'après toi ? En 3 syllabes, résilience. Non, mais la résilience, putain, il n'y a pas d'autre objectif que la résilience. Je parlais tout à l'heure de nos petits-enfants. Enfin, ils seront bien contents de savoir que leurs grands-parents avaient 2 bagnoles, 2 armoires remplies de fringues, etc. Et que maintenant, en fait, il n'y a plus de quoi les produire. Non, c'est pas ça, c'est la résilience. Et donc, du coup, il faut repenser. Pour moi, de toute manière, l'histoire de la croissance, il faut remettre l'argent à sa place. Le jour où l'argent sera à nouveau aura regagné sa place de moyens et plus d'objectifs, et ben franchement, on s'emmerdera plus, quoi. Les gens seront plus dans une course à l'avoir et à l'accumulation d'objets voilà. Mais merde, je sais plus ce que tu disais avant sur l'histoire des... Ouais, bien sûr, sur l'histoire des ressources non renouvelables qu'on épuise et qui sont là qu'une fois et qui seront plus là, Ouais, carrément. Donc, faut juste rationaliser le truc, se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir remplacer par du renouvelable, combien de pétrole chacun peut utiliser. On le sait, hein, c'est 1,5 tonne par an par habitant. Hein. Les Français, ils sont à 4 fois ça, les Américains à 7, les Saoudiens à 12. Donc voilà, non, en fait, désolé. Alors, pour moi, il y a un moment où, de toute manière, et ça, ça revient, ça boucle avec la question d'avant, mais... moi, je me souviens quand j'avais parlé avec Hulot la première fois de l'hypothèse d'une campagne présidentielle, c'était à la COP 21. Donc le soir de la signature, on se retrouve à Paris avec des gens, et puis je suis à côté de lui pendant une partie de la soirée, et je lui dis mais alors vas-y, il faut que tu te lances. Et là, je lui dis moi je suis carrément chaud pour t'aider. D'ailleurs, je serai inéligible le reste de ma vie, je te le dis. Moi, je poursuis pas d'objectifs politiques. Je te le signe maintenant, donc je vais donner toute mon énergie pour que tu sois élu. En revanche, dès que tu es élu, on fait 2 trucs. Le premier truc, c'est qu'on met une constituante en place, et donc on redéfinit ensemble les règles de notre vivre ensemble, on redéfinit les objectifs de notre société, et on réévalue les besoins. Est-ce que c'est d'avoir 25 voitures, 14 villas et 1,2 milliard sur son compte, ou est-ce qu'on dit que ça, c'est pas un objectif et même que c'est un problème? Redéfinit. Donc, on fait une constituante. Et pendant ce temps-là, tu prends ton bâton de pèlerin en tant que président de la nation française et tu vas aller parler à tous les présidents du monde et tu vas commencer à leur parler de faire un gouvernement mondial pour gérer collectivement quelques questions un petit peu importantes et un petit peu délicates que sont la santé, la biodiversité, le climat, les migrations, etc. Et alors bien sûr, je ne rêve pas de voir un gouvernement mondial se mettre en place de mon vivant. Je ne sais même pas ce qui va se passer de mon vivant, mais en tout cas... Je pense qu'il faut poser le sujet sur la table pour commencer à le décanter parce qu'on n'y arrivera pas sans ça. Et c'est effectivement, si jamais on fait la révolution au niveau français et que ça marche très bien et que ça fait pas tache d'huile, on aurait été bien malin et puis il y a un gars qui va appuyer sur un bouton rouge qui va nous défoncer qui va défoncer la moitié de la planète et puis on aura fait tout ça pour rien. Donc il faut que la tache d'huile se prenne et ça je pense que c'est par le biais d'un gouvernement mondial et voilà, pour une économie qui se relocalise aussi.
Là, à la place de la croissance économique, tu as parlé de résilience économique. Moi, je trouve... De résilience tout court. De résilience tout court, pardon. De résilience tout court, c'est-à-dire la capacité à encaisser les chocs, la capacité à se débrouiller, quoi qu'il se passe. À s'adapter, ouais. Capacité à s'adapter au changement de contexte. Donc c'est l'adaptabilité. Là, au lieu d'avoir fait un système énorme qui était obsédé par la puissance, par la taille, on passe à un système qui est plus... robuste. Voilà, robuste, résilient, adaptable. Comment on fait? Toi, je suis... de l'extérieur, je pense qu'on a dû te le dire. Moi, franchement, la façon dont tu marketes l'agroécologie avec Ferme d'Avenir, c'est hyper sexy. C'est genre... c'est du domaine de l'évidence, on a envie de tomber dans tes bras à chaque fois que tu expliques quelque chose. Comment on fait pour faire pareil avec la résilience? Que les gens lâchent ce truc qui s'appelle la croissance et passent à la résilience. Ou la croissance de la résilience. Ouais, merci pour l'aspect sexy. Je sais pas, je pense que là on est dans l'étape préliminaire. C'est-à-dire que tout ce qui est en train de se faire, ce que tu fais ici sur ces questions de post-croissance, ce que fait la série Next, ce que des Yves Cochet, des Pablo Servigne, même des Yves Pacallet en son temps, quand il disait l'humanité disparaîtra, bon débarras, tout ce que ces gens-là sont en train de faire pose les bases et commence à distiller dans l'esprit des gens le fait que la croissance économique n'a rien d'évident. C'est comme ça que ça s'est fait dans l'agriculture, c'est que pendant une grande partie du temps, la première étape, ça a été de dire, bon, il y a un modèle qui s'est mis en place, personne le remet en question parce que c'est un modèle qui est comme ça, et c'est comme ça, et il faut des tracteurs pour produire, et il faut des grands champs et des produits chimiques. Et en fait, il y a des gens qui ont commencé à dire, mais non, en fait, c'est pas du tout évident. C'est pas évident. Et donc ça, le terreau est devenu favorable à ce moment-là. Au moment où tu dis, en fait, ça constitue un problème. Plus on montre que ce système, que le système agricole dysfonctionne, plus on montre qu'il a des impacts sur la santé, sur l'emploi, sur la vie de nos campagnes, plus c'est visible par les gens, plus ils sont réceptifs à l'idée de changer de vision et de modèle. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir faire sur l'histoire de la croissance. Et malheureusement, je pense que je suis un adepte de la touche, etc., sur la décroissance, mais le souci, c'est que déjà, je pense qu'il faut changer de terme et effectivement, plutôt que décroissance, parler de résilience. Il va falloir maintenant faire le lien, faire la soudure, parce que les gens ont compris que la décroissance, c'était très critiqué par plein de gens. Il y a beaucoup de gens qui disent non, la décroissance, surtout pas, nanana, vous êtes des décroissants. Enfin, c'est devenu un gros mot. Surtout la croissance, c'est vu comme quelque chose de tellement positif. Et en même temps, croissance, ça veut dire croître. Ouais. Donc ça veut dire un truc positif, quoi, un truc qui s'améliore. D'où l'importance de marketer. Tu demandes comment on market. Déjà, arrêtons de parler de décroissance. Parlons de croissance des autres indicateurs naturels, humains. Croissance de la richesse humaine, croissance de la richesse naturelle. Il faut subvertir les mots. On revient à cette histoire de comptabilité en triple capital. Je suis désolé, mais je pense que c'est le nœud pour essayer de trouver des rivaux à l'argent. Voilà. Il faut trouver des rivaux à l'argent et les rivaux... Et c'est marrant, c'est un truc de Pierre Rabhi, là. Je me souviens de Pierre Rabhi qui raconte le soir où il se retrouve avec son pote après avoir coupé beaucoup de bois toute la journée, et puis il se pose devant tout le tas de bois, et il y a le coucher de soleil derrière, et puis Pierre qui dit « Oh, qu'est-ce que c'est !» Oh là là, quand même. Et il pensait évidemment à la beauté du coucher de soleil, et le gars dit « Ouais, il y a au moins 2 stères, combien on va se faire avec ?» ou je sais pas quoi, un truc. Et donc, voilà, changer... réussir à supplanter le pouvoir de l'argent par la beauté. Et je pense que l'alimentation a une bonne a un bon atout de ce côté-là, c'est que le goût et le plaisir d'être à table, de boire un bon vin, un bon jus de fruits, de sentir que c'est sain, etc. En plus, la beauté est accessible à tout le monde, et enfin tous ceux qui veulent y passer. Et là, ils savent que s'ils veulent passer à la beauté, il faudra rogner un peu sur l'argent. Et quelque part, voilà. Et je pense que pour la résilience, il va falloir faire pareil. Donc, premier conseil, c'est continuer à démontrer, mais le Club de Rome le fait depuis 72. Donc, du coup, il faut juste continuer à faire ce que fait Pablo, ce que tu fais, ce que font les gens qui s'engagent pour agiter le drapeau rouge, les lanceurs d'alerte. Deuxième chose, c'est il faut changer le wording, c'est clair, parler de faire rêver les gens et vouloir les emmener sur ces sujets-là.
Et enfin, mettre en place l'architecture, parce qu'il faut s'organiser. Et ça, c'est très compliqué. En fait, ce contre quoi on va lutter in fine, c'est contre toutes les organisations en place qui vont défendre bec et ongles leur propre survie. Parce que, in fine, les banques telles qu'elles existent devront mourir. In fine, la grande distrib telle qu'elle est aujourd'hui n'existera plus demain. Et donc, du coup, on va lutter contre eux. Et eux sont très organisés. Ils sont très organisés, ils ont beaucoup de sous. Donc, nous, il va falloir qu'on s'organise mieux qu'eux avec pas de sous. Ou alors qu'on aille choper des sous auprès de gens qu'on aura réussi à convaincre. Et ça, c'est une des parties de notre job. Ouais. Et je pense qu'un des actifs qu'on doit avoir, c'est on doit avoir la multitude, le plus de gens possible. Si on n'a pas beaucoup d'argent, avoir plus de gens. Donc un des leviers critiques à actionner, c'est en fait d'être sensible aux classes populaires, je pense, de commencer à connecter l'agroécologie, la résilience avec les problèmes concrets des gens, le fait qu'ils n'ont plus d'emploi, le fait qu'ils subissent des inégalités, le fait aussi qu'ils sont dans un monde qui change trop vite, dans lequel ils sont en première ligne sur les changements et à qui on demande toujours tous les sacrifices. Et donc, on va dire qu'il y a des tas de choses. À l'heure actuelle, cette colère populaire qui existe, elle n'est pas encore reliée, je trouve, à la cause fondamentale des problèmes. Elle est reliée plutôt à des causes intermédiaires, c'est-à-dire à des boucs émissaires à droite et à gauche. J'essaye de faire le lien avec ma prochaine question. Est-ce que y a les gens qui à l'heure actuelle actionnent cette colère, donc il y en a à gauche, il y en a à droite. À gauche, c'est la France Insoumise. Il y a un député à la France Insoumise qui s'appelle François Ruffin. Il est un peu plus en avance que les autres sur le fait de changer de modèle. Il parle de démondialisation. Il est ouvert à la notion de décroissance. Toi, je crois que tu l'as rencontré. Comment était le contact? Est-ce que voilà. Ouais. Avant de répondre sur François, ouais, bien sûr, le truc, c'est que faut comprendre que les problèmes sont systémiques. Et dans le film, à un moment, je pose la question à Francis Allais, qui est un grand ethnobotaniste, qui connaît la forêt comme sa poche. Et qui regarde surtout la biodiversité. Je lui dis quel est le plus gros problème selon vous? Il dit c'est les problèmes sociaux des pays pauvres. Et là, heureusement, je le coupe pas trop vite et je lui laisse un temps de réflexion. Et il dit mais pour résoudre ça, il faut d'abord résoudre les problèmes écologiques. Et en fait, tant qu'il y a une pression sur l'écologie, sur l'environnement, sur tout ça, et que personne ne peut avoir accès à la beauté à moins de payer, il va y avoir des frustrations de part et d'autre. Donc, résoudre les problèmes écologiques, c'est tout à fait compatible, voire convergent avec résoudre les problèmes sociaux. Donc, et moi, j'ai eu des débats des années quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans, où j'étais déjà un peu écolo, plutôt tendance écolo que sociale, et où j'avais des potes qui étaient plutôt dans l'autre sens, et qui me disaient « Ouais, mais arrête ton histoire d'ours blanc. » Alors, je parlais pas d'ours blanc, mais ils caricaturaient comme ça. « Mais ton histoire d'ours blanc, c'est bien, mais tant qu'il y a des mecs qui crèvent sous le pont et qui dorment sous le pont en bas de chez toi, c'est que ça va pas, et c'est plutôt de ça qu'il faut s'occuper. Je fais, mais non, mais en fait, l'un et l'autre sont pas opposés et opposables. Et en plus, d'ailleurs, ça fournit du travail pour suffisamment de gens si on veut résoudre et les problèmes sociaux et les problèmes environnementaux, donc tant mieux. Et ça va dans le même sens. Donc, oui, il faut relayer ça. Tu as parlé des classes populaires. Je pense que c'est absolument indispensable, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs mondes, il y a beaucoup de réalités différentes au sein de notre société, et que aujourd'hui, certaines personnes qui n'ont pas accès à des perspectives d'avenir enthousiasmantes, qui savent que de toute manière, elles finiront leur vie dans une cité, comme leurs parents, et ben, ces gens-là, on ne peut pas leur demander de vouloir faire la révolution écologique. Enfin, clairement, on peut pas leur dire bouffe moins de viande. Enfin, on peut leur dire, mais ils sont pas réceptifs à ça. Et ça, c'est compliqué. Il faut continuer à le faire, mais je pense que faut que ça s'impose de soi-même. En fait, faut démoder le modèle actuel. Et donc maintenant, pour revenir sur Ruffin, et donc quand tu dis Ruffin est l'un des députés qui est le plus ouvert à un changement de modèle global, à une démondialisation, etc. Ouais, bien sûr. C'est
Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que il incarne tout à fait la personne qui a été touchée par quelque chose dans son enfance ou dans son adolescence ou dans sa vie. C'est les injustices sociales. Ça a été son combat. Et en fait, petit à petit, il est en train de relier ça aux injustices climatiques, etc. Et donc, du coup, nous, on s'est rencontrés. Je l'ai emmené, on a passé une bonne journée ensemble dans une ferme, dans sa circonscription. On a pas mal discuté. Après, j'ai été auditionné 2-3 fois par lui et ses équipes dans le cadre du projet de loi sur les États généraux. Il est très ouvert, il est très intelligent. Le mec pose des très bonnes questions, il note tout, donc il se souvient de tout. Donc c'est super. Moi, j'aime beaucoup les liens professionnels, on va dire, qu'on a eu ensemble, au-delà des liens affectifs, parce que clairement, on a les mêmes ressorts au sein de nous-mêmes. Lui, c'est plus sur le social, moi plus sur l'écologie, mais finalement, on est des passionnés. Et ouais, je pense qu'il va falloir des gens comme ça, ouais. Il va falloir des gens comme ça. Faut commencer à venir. Mais moi, c'est pas anodin l'histoire d'être en t-shirt au ministère. Là, je vais à l'Élysée tout à l'heure. Je suis en t-shirt, j'y vais comme ça. Donc, c'est pas anodin. Dans le film, il le dit. C'est pour ça que Hulot dit, faut pas venir au ministère en t-shirt, etc. Mais voilà, qu'un député arrive avec son t-shirt de club de foot de local, mais top, moi, voilà, et qui disent, voilà, en fait, je vais vous parler de cette réalité-là, les mecs, parce que et quand ils parlent de la réalité des gars des femmes plutôt qui nettoient et qui font le ménage dans l'Assemblée. Mais putain, bien sûr, il faut relier les mondes, il faut arrêter les mecs vivent, aujourd'hui, tout le monde vit dans son monde. Tout le monde vit dans son monde, c'est ouf. Et tout le monde pense qu'en fait, il est autonome et résilient comme ça. C'est pas vrai. Il faut de la diversité. C'est toi qui l'as dit, de la multitude. Et effectivement, je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est une capacité d'ouverture et de transversalité. Ouais. François Ruffin, c'est un grand partisan de la démondialisation. Tout à l'heure, toi, tu parlais de réfléchir à un gouvernement mondial pour résoudre les problèmes globaux. Sur les biens communs, ouais. Sur les biens communs. Est-ce que, toi, quel serait ton avis à toi sur une institution qui est importante, qui s'appelle l'Europe ? Est-ce qu'à ton avis, il y a en gros deux inclinaisons ? Soit continuer à faire le travail et essayer de la changer de l'intérieur, c'est-à-dire à essayer de convaincre tous les autres de changer en même temps que soi. Soit il y a une attitude qui est un peu plus ballsy, qui consiste à se retirer pour pouvoir faire les initiatives qu'on veut, et mettre en place potentiellement une politique agroécologique, etc. etc. Je sais que les gens sont tiraillés. Toi, je ne sais pas si tu as déjà réfléchi à la question. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Bien sûr, on y réfléchit d'autant plus que quand c'est la PAC, donc la politique agricole commune qui est décidée au niveau de l'Europe, qui impose le modèle agricole, moi ça me titille un petit peu évidemment de se dire... On fait pas, il ne se passe pas ce qu'il faudrait. À ce niveau-là, je suis allé à Bruxelles, j'ai rencontré José Bové quelques fois, mais ils essaient de faire les choses au mieux possible. C'est compliqué à 27. Donc, moi, je pense que comme c'est déjà très compliqué au sein même de la France, cette institution, si elle arrive à être souple et à laisser de l'agilité à chacun des pays qui la constituent, pourquoi pas ? Pourquoi pas, ça a plein d'avantages, on sait pourquoi ça a été fait à la base, et il reste que se protéger, même si les dépenses militaires sont quand même complètement absurdes, se protéger tous ensemble, c'est plus fort que de se protéger tout seul, voire de se faire la guerre ensemble. En dehors de la PAC, elle met des bâtons dans les roues quand même à un changement vers le modèle agroécologique, avec par exemple des choses comme le CETA, qui font qu'il y a... Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est plus les accords de libre-échange et la mondialisation que l'Europe en soi. Parce qu'il y a des pays qui rentrent dans des accords de libre-échange et qui ne font pas partie de l'Europe et qui... Je ne suis pas sûr qu'on puisse rester dans l'Europe et refuser un accord de libre-échange. Ah oui, non, bien sûr. Non, c'est un package, soit tu ensemble... Oui, mais par rapport à ces accords de libre-échange, je dis que il y a des États qui ne sont pas dans l'Europe qui ont aussi ces trucs-là. Donc on pourrait aussi ne pas être dans l'Europe et avoir ça. En revanche, effectivement, si on reste dans l'Europe, on est obligé d'avoir le package et de respecter le CETA. J'espère que les Belges vont faire le boulot sur la question, parce que les Belges sont ceux qui sont en train d'essayer de mettre des bâtons dans les roues du CETA. Ouais, non mais attends, moi de toute manière, moi je pense juste que tout ce qui
freine la construction de la résilience, du modèle de demain, de l'autonomie, du bon sens, tout ce qui freine doit être oublié. Enfin, on passe à autre chose. Et donc, si jamais l'Europe n'arrive pas à s'adapter, et notamment sur la PAC, etc., et ben, ouais, j'en sais rien. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Effectivement, moi, je suis pas économiste et je vois bien que le Brexit, ça fait des choses pour eux, etc. Mais so what, quoi. So what, ils vont s'en remettre. Et nous aussi, on s'en remettrait. En tout cas, si jamais ça nous permet d'avoir une agriculture totalement différente de ce qu'ils essaient de nous imposer, pourquoi pas, ouais. Merci Maxime, ce serait ma dernière question. Si tu avais un message à donner aux gens qui ont envie de participer à changer le système, quel serait-il ? C'est super compliqué, c'est toujours ça, hein. Mais on va y aller en 3 étapes. La première étape, c'est de faire ces petits gestes, hein. Éteindre son robinet quand tu te brosses les dents. Puis quand tu as compris qu'en fait, un steak, c'est 2500 litres d'eau, manger moins de viande. Puis quand tu as compris Puis quand tu as compris qu'un régime carnivore, c'est l'équivalent, pendant un an, c'est l'équivalent de 2400 bornes en avion, et ben dans ce cas-là, tu commences à arrêter de prendre l'avion. Puis après, tu comprends qu'en fait, tout ce qui vient en avion, c'est de la merde, donc tu consommes moins. Donc voilà, donc ça, c'est la première étape, c'est au niveau de la consommation et de la manière dont tu considères tes besoins matériels. La deuxième, c'est l'argent. Non, c'est bon, c'est bon. Attends, t'es sûr ? Merci beaucoup. La deuxième étape, ça va être évidemment de réaffecter son argent aux bons endroits, parce que aujourd'hui, laisser son argent à la banque, quand on en a même qu'un peu, ça entretient le système. Et donc il faut sortir cet argent des banques et il faut réussir à financer des choses en direct, d'où les plateformes de crowdfunding qui existent, et on peut faire on peut faire de l'equity, donc des prises de participation dans des boîtes, on peut faire du prêt, on peut faire du don, enfin voilà, donc ça c'est la deuxième étape. La troisième, la plus compliquée, c'est réussir à être honnête avec soi-même et se dire en fait, mon travail aujourd'hui, ma profession, elle contribue au problème, ça c'est une première option, ou j'essaye d'amoindrir les effets négatifs ou pervers du système, ça c'est le deuxième cas, et le troisième cas, et donc ces deux premiers cas, il faut changer. Et le troisième cas, il faut changer pour le troisième cas. Le troisième cas de figure, c'est de dire mon métier est en train d'aider à régénérer l'écosystème, à préserver la civilisation et vise la résilience. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à entendre. Il faut en plus s'inventer un métier, mais si on regarde regardons les choses positivement. Il y a 20% de croissance de la demande en bio en France. Il n'y a que 10% d'augmentation de l'offre. Donc il y a un marché énorme qui aujourd'hui n'est pas satisfait. Mais c'est top. C'est une autoroute pour les entrepreneurs. Nous, on pense que tous les territoires, et il y a tous les collectivités qui veulent du bio local dans leur cantine, qui aujourd'hui ne savent pas comment se fournir. Aidons-les. Il y a au moins 5000 postes de pays-culteurs à pourvoir. Nous, le pays-culteur, c'est ce qu'on dit un peu un animateur du territoire pour les questions alimentaires. Donc il y a au moins 5000 postes de pays-culteurs et 200 000 emplois dans l'agriculture derrière. Je ne sais pas combien ça a fait d'emplois pour la transformation et pour la cuisine. Mais voilà, alors là j'ai pris que de mon côté, si jamais que de la question agricole, mais si on raisonne sur les transports, etc., on peut avoir les mêmes raisonnements. Donc voilà, in fine, merci à tous ceux qui ont conscience de tout ça, de lâcher leur job, s'il fait partie du cas 1 ou du cas 2, pour partir dans un job qui régénère et qui contribue à régénérer les écosystèmes. Merci Maxime. Merci. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusque-là. C'était Atterrissage avec Maxime de Rostolan. Si vous souhaitez creuser le sujet de l'agroécologie, je vous invite à aller voir son film « On a 20 ans pour changer le monde » ou son site fermedavenir.org. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce sur YouTube ou à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela lui permet d'avoir un maximum de visibilité, ce qui m'aide pas mal. Pour ne pas manquer le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Atterrissage sur le réseau social de votre choix ou grâce à la newsletter que vous trouverez dans les commentaires. À bientôt.